Vous êtes bien installés? La conférence va bientôt commencer. Reporters sans frontières dénonce la visite du président rwandais en France. Bonjour à tous, je m'appelle Cyprien et je suis en 5e. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Christophe Deloire. Bonjour Christophe. Bonjour Cyprien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières et vous allez aujourd'hui nous parler du rôle des journalistes. Vous allez tout d'abord nous faire une conférence d'environ 20 minutes et ensuite vous répondrez aux questions des élèves qui nous regardent au-delà des frontières. Vous êtes très nombreux à nous regarder en direct du monde entier. Bonne conférence à tous. On y va ? Oui. Alors, je vais vous parler donc de liberté de la presse, puisque Reporters sans frontières, on a peut-être à l'écran la photo d'une reporter. Tu sais, c'est ces journalistes qui vont à l'étranger pour couvrir des conflits ou des événements. Et Reporters sans frontières est une organisation qui, dans l'ensemble du monde, dans les 130 pays où nous avons des correspondants, défend la liberté de la presse, défend la possibilité pour les journalistes de faire leur travail librement plutôt que de porter des paroles officielles. Et je vais commencer par montrer un dessin. Je ne sais pas si tu vois, Cyprien, la contradiction qu'il y a dans ce dessin. C'est une conférence sur la liberté d'expression, donc sur la capacité de chacun à s'exprimer, à exprimer librement ses opinions et les faits. Et puis il y a un orateur qui dit « Silence, s'il vous plaît ». Alors taisez-vous, alors que je suis justement en train doctement d'expliquer que chacun doit pouvoir s'exprimer. Voilà, ça c'est une petite blague pour commencer la conférence, mais justement c'est malheureusement pas une blague dans beaucoup de pays, pas du tout. Et ce vieil homme, sans doute tu le connais pas, Cyprien. Non. Il s'appelle Win Tin. Il est mort aujourd'hui, mais je l'ai rencontré il y a 3 ans à Rangoon. Tu vois dans quel pays c'est, Rangoon? Non. C'est la plus grande ville, la capitale économique de la Birmanie. La Birmanie, c'est un peu plus loin que l'Inde. Et Win Tin avait passé 19 ans en détention, 19 ans en prison. Il en sortait lorsque je l'ai rencontré. Et il en sortait parce qu'il avait défendu les libertés politiques dans ce pays et parce que c'était un journaliste. Et il l'avait fait dans un pays où la dictature, la junte militaire, c'est-à-dire les généraux, plaçait les journalistes, les opposants dans des cages à chiens. C'était vraiment un pays terrifiant de ce point de vue. Et sur la main, Win Tin a écrit quelque chose, Aung San Suu Kyi, c'est le nom d'une prix Nobel de la paix birmane et qui maintenant a accédé au pouvoir et qui l'a aussi beaucoup défendu. Et j'ai posé la question à Win Tin, mais est-ce que ça valait la peine de passer 19 ans en détention pour une idée? Et Win Tin a répondu oui, ça valait la peine parce que la liberté de l'information, c'est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. Sans journaliste pour pouvoir révéler la réalité telle qu'elle est, il n'y a aucune autre liberté qui peut être respectée. Et je vais vous montrer un petit film que Reporters sans frontières a fait, mais qui essaie de raconter ce que pourrait être le monde, ce à quoi il ressemblerait, ce qu'on croirait à propos du monde, s'il n'y avait pas de journalistes pour en révéler la réalité. On regarde ensemble le petit film ? Ouais. And now it's time, folks, to have a parade.
Voilà, c'était, je pense que le film, on pouvait comprendre de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'est-ce que la guerre serait jolie si il y avait juste les services de communication des armées, et on a vu des défilés militaires dans beaucoup de pays qui racontaient ce qu'est et la guerre, c'est pas joli du tout, évidemment. Et heureusement qu'il y a des photographes, et il y a des très grands photographes dont on a vu les photos là. On a aussi vu les photos d'une très jeune photographe française et qui a été tuée en Afrique parce que elle voulait montrer la réalité de ce que vivent les gens simples dans les guerres. Maintenant, on va passer à une image suivante. Alors, c'est moins triste, c'est plus amusant, et j'ai essayé de trouver des images qui évoquent quelque chose à la plupart, enfin une partie des élèves en tout cas, et qui sont les burgers. Et donc, c'est en anglais, mais on comprend. À gauche, c'est l'image d'une publicité pour un burger. À droite, c'est un burger tel qu'il est réellement quand on l'achète. Et pourquoi montrer ça aujourd'hui ? Simplement parce que, là encore, c'est une manière de dire qu'il faut aller voir les choses telles qu'elles sont, derrière les apparences, et que pour ça, il faut des journalistes, des reporters qui se rendent sur place, il faut des journalistes qui enquêtent au-delà des paroles officielles. Ensuite, va apparaître une carte sur laquelle, c'est une carte qui a été faite par RSF, et sur laquelle il y a l'ensemble des pays du monde avec différentes couleurs. Et cette carte, elle montre la situation de la liberté de la presse dans les pays. En blanc, c'est les pays d'Europe du Nord. Et en fait, ce sont les premiers pays au classement mondial de la liberté de la presse. C'est les pays où la liberté de la presse est la plus grande. Et d'ailleurs, c'est le continent européen qui est le continent sur lequel les journalistes travaillent le mieux. Et puis, il y a des pays en noir qui, là, sont les pays les plus terribles, tels que la Libye, le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, ces pays de cette zone qu'on appelle l'Asie centrale, ou de Chine. Et la Chine fait partie des derniers pays au classement mondial de la liberté de la presse. Et puis il y a les couleurs entre les deux. Le jaune, tel qu'en Australie, aux États-Unis, c'est pas mal. Le rouge, c'est franchement moins bien. C'est le cas par exemple en Algérie, en Russie. Et puis malheureusement, il y a des pays en Europe où c'est en train de se dégrader extrêmement rapidement. Il y a un pays qui là est en jaune, mais qui ne le mérite presque plus, qui est la Pologne. Et au cœur même de l'Union européenne, dont la France fait partie, il y a une dégradation vraiment très rapide. Et en fait, on voit à quel point c'est fragile la liberté de la presse. Ça peut vite s'envoler. On va parler du dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse, sur 180 pays, le pire. Et c'est un pays dont peut-être tu n'as jamais entendu le nom, parce que c'est un tout petit pays qui est né d'une guerre d'indépendance à la fin des années 90, c'est l'Érythrée. Tu as déjà entendu parler de l'Érythrée ? Non, jamais entendu. L'Érythrée, dont on devrait voir bientôt où il se situe, l'Érythrée, c'est un tout petit pays né d'une scission avec l'Éthiopie, et c'est un pays dans lequel, en 2001, juste après le 11 septembre, le fameux 11 septembre, le président, d'un seul coup, a décidé d'abolir le pluralisme dans son pays, de supprimer totalement la liberté de la presse, et a mis les journalistes, littéralement, dans des containers. Je propose qu'on regarde un petit film. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés la nuit et monter jusqu'à 50 degrés dans la journée. Bien sûr, il ne contient aucune marchandise. Mais il n'est pas vide. Un journaliste y est enfermé depuis 12 ans. Voilà, et cette histoire de container, malheureusement, c'est une histoire vraie, et il y a toujours des journalistes qui sont en prison en Érythrée. Moi, je connais à Paris des jeunes filles, elles ont ton âge, et dont le père est en prison en Érythrée depuis très longtemps. Elles ne savent pas exactement dans quelle prison, dans quelles conditions. Mais c'est un pays où il y a toujours de l'esclavage, et l'esclavage est aussi permis par l'absence de journalistes qui peuvent enquêter. Je propose qu'on passe au pays suivant, qui est la Turquie. Alors la Turquie, c'est un pays, j'y étais lundi et mardi à Istanbul, parce que c'est un pays où le président Erdogan a réussi à éteindre complètement le pluralisme, c'est-à-dire à faire en sorte que tous les journaux, toutes les télés, à de rares exceptions près, diffusent uniquement des informations qui lui conviennent, qui lui plaisent.
Et il a procédé de toutes les manières. Il a mis des journalistes en prison. Dès que des journalistes faisaient un tweet, tu vois ce que c'est un tweet ? Oui. Faisaient un tweet qui était critique, ils étaient licenciés. Il a fait en sorte que les médias soient rachetés par ses amis. Je voulais vous montrer quelques images de Turquie, une couverture d'un journal. On voit le président Erdogan qui regarde à travers une fenêtre, un journal vide, et c'est ce qu'il a réussi à créer. Et tous ceux qui lui résistent ont des problèmes hallucinant. Il faut un courage aux journalistes dans ce pays pour essayer encore, pour certains d'entre eux, de disséminer une information juste. Maintenant, on va voir Erol. Erol, vous le voyez, avec son t-shirt vert, Erol travaille pour Reporters sans frontières. C'est notre représentant en Turquie depuis 20 ans. Et Erol a soutenu des journaux kurdes d'une minorité de Turquie. Et juste pour avoir exprimé sa solidarité, pour avoir fait des campagnes de solidarité, il était placé en détention. On a réussi à le sortir de prison, mais j'étais lundi et mardi à Istanbul parce qu'il y avait à nouveau son procès. Et il risque 14 ans de prison. 14 ans de prison juste parce qu'il défend les libertés de tout le monde. Parce qu'il défend les libertés des journalistes. Maintenant, passons à un pays qui est le Mexique. Et je pense que vous le voyez avec une petite loupe, toi tu peux le voir sur mes papiers, qui est un pays rouge sur la carte de la liberté de la presse, et qui est le pays où le plus de journalistes sont tués chaque année parce qu'ils font leur travail. Alors là, c'est pas les autorités politiques nationales, c'est pas le président, c'est une démocratie le Mexique, mais c'est un pays où les trafiquants sont tellement puissants, où ils arrivent à corrompre des hommes politiques, et certains hommes politiques dans des États du Mexique, et notamment dans le pire d'entre eux qui s'appelle le Veracruz, ne place pas des journalistes en détention, mais les tue, tout simplement. Et il y en a eu, excuse-moi, j'ai vu que tu as eu une réaction, et je suis désolé d'avoir dit quelque chose d'aussi dur, aussi rapidement, mais les journalistes sont abattus, il y en a eu plus de 100 qui l'ont été. Moi, j'y suis allé au Mexique là, en février pour soutenir les journalistes du Veracruz, et j'ai vu des journalistes qui faisaient preuve d'un courage incroyable, parce qu'il faut quand même du courage pour prendre ce risque. Tu as ta famille, mais tu te dis, c'est tellement important de révéler ce qui s'y passe, parce que tant que je ne révèle pas, il y a un groupe de narcotrafiquants, d'hommes politiques corrompus, qui tient l'État et qui nous empêche d'être libres et dans tous les aspects de notre vie. Et on a dû voir, je suppose, cette photo avec cette galerie de portraits, ces images de journalistes qui ont été tués au Mexique. Passons aux États-Unis, juste un tout petit peu au nord du Mexique. Et les États-Unis, en ce moment, c'est un pays où se joue beaucoup. En fait, tu sais qu'un nouveau président a été élu, Donald Trump. Et sa particularité, alors là, les journalistes aux États-Unis ne sont pas tués, ne sont pas mis en prison, même s'il y a eu des risques pour certains d'entre eux il y a 2 ans, parce qu'ils avaient fait des révélations sur la sécurité nationale. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il attaque verbalement les journalistes. Il les insulte. Il dit que les journalistes racontent n'importe quoi. Et notamment quand les journalistes, il attaque les grands journaux, qui disent la vérité. Et il ne supporte pas la vérité. Il avance ce qu'il appelle des faits alternatifs, des alternative facts en anglais, et assure que c'est la vérité. En fait, ce qu'il arrive à faire à travers ses discours, c'est qu'on a de plus en plus de mal, en tant que public, à distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est une autre manière de lutter contre le journalisme. Une autre manière de lutter contre la vérité, c'est au fond de la noyer dans un flot de mensonges. Ça peut nous arriver, y compris au collège, d'avoir quelqu'un qui raconte toujours n'importe quoi et on finit par ne plus savoir à quoi s'en tenir. C'est très dangereux, évidemment, à l'échelle d'un pays. Et ça, il le fait d'autant plus que les réseaux sociaux, et là on doit voir une image de Facebook, d'un mur Facebook, ne permettent pas de distinguer facilement le vrai du faux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors les outils technologiques, les réseaux sociaux dont les élèves de votre âge sont si friands, et c'est normal, permettent d'ouvrir des espaces de liberté, c'est-à-dire permettent beaucoup plus d'expression qu'avant, c'est formidable, mais en même temps, on reçoit des informations, on les reçoit par nos copines et copains, par nos familles, par nos proches, par nos amis, et finalement on finit par propager des rumeurs, comme parfois dans une
cours de collège peuvent se propager des rumeurs sur quelqu'un, et puis tout le monde se le raconte et dit je le crois, puisque c'est un tel qui me l'a dit, et j'ai confiance en un tel. Mais le problème, c'est que parfois, c'est des choses totalement fausses. Et que ça, aujourd'hui, c'est dangereux pour les démocraties. Un autre danger, c'est le fait que de plus en plus, des oligarques, tu sais peut-être pas ce que c'est qu'un oligarque. Alors un oligarque, c'est un mot qui a été créé en Russie, juste après la chute du communisme, et c'est des hommes d'affaires hyper puissants qui acquièrent toutes sortes de pouvoirs grâce à leurs milliards. Et dans l'ensemble du monde, il y a des oligarques qui rachètent des médias. Et c'est un phénomène mondial. Et ils rachètent des médias pour certains d'entre eux, pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont envie de développer des journaux, mais très très souvent, malheureusement, simplement pour exercer un peu plus d'influence, pour faire plaisir au président. Tout à l'heure, je parlais de la Turquie, c'est ce qui s'est passé. Il y a des amis du président qui possèdent des médias, et comme ça, ils ne disent que du bien du président, et jamais ce qui est mal. Et ils essaient d'orienter totalement l'opinion publique. Alors c'est une critique qui est aussi portée en France, même si ça n'a rien à voir avec la Turquie, la Chine, mais vraiment rien à voir. Mais il y a de plus en plus d'hommes d'affaires qui possèdent, d'hommes d'affaires de milliardaires qui ont des intérêts dans d'autres secteurs économiques et qui possèdent des journaux. Et sur certains d'entre eux, pas sur tous, ça peut avoir une influence. Alors, on n'est pas très loin de la fin de cette intervention préalable. Je voudrais te montrer un nouveau film qui parle de manière générale, et c'est une évocation qui, je pense, est importante pour des élèves, de la liberté de la presse dans le monde. Quand je serai grand, je me ferai tabasser par l'armée. Когда я вырасту, мне выстрелят в спину. Rahmout Britonis. 我将会坐11年的监狱。 Beni ömür boyu hapise tehdit edecekler. Et pour finir, il y a une partie du champ de l'information dont j'ai jamais parlé, mais qui est le public. Et le rôle du public, il est essentiel. Parce que les journalistes, au fond, parfois on peut penser que les journalistes influencent ceux qui lisent, ceux qui regardent. Et en fait, très souvent, c'est l'inverse. Et que ceux qui regardent, ceux qui lisent, finissent par changer les journalistes, les influencer, parce que les journalistes ont envie de délivrer des informations intéressantes pour le public, et donc ils finissent par lui ressembler. Et malheureusement, il peut y avoir une tentation, c'est qu'on est tous... Enfin, c'est d'avoir envie, plus exactement, de se mettre les mains devant les yeux, de ne plus regarder le monde tel qu'il est, de se dire qu'il est trop compliqué, qu'il y a trop de drames, et parfois il y en a, et peut-être que les journalistes parlent trop des drames et pas assez de ce qui va bien. C'est plus dur de parler de ce qui va bien, paradoxalement, que des drames. Mais si on veut être des citoyens libres, et pas simplement quand il s'agit d'aller voter, mais aussi quand il s'agit d'aller travailler, quand il s'agit d'être un consommateur, quand il s'agit d'aller au club de sport, de regarder des matchs de foot, on a besoin d'informations de vérité plus que de faux, et de réalité plus que de fermeture. Et voilà, donc c'était une dernière image en forme d'appel à ouvrir les yeux et les oreilles. Et les journalistes, c'était la question de la conférence, à quoi servent les journalistes ? Les journalistes, ils servent à ce que nos oreilles et nos yeux soient plus puissants que nos seules oreilles et nos seuls yeux. Merci beaucoup Christophe. Maintenant c'est à vous de répondre à un quiz. Il va y avoir une toute première question et pour y répondre, vous devrez vous connecter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À quoi sert un journaliste ? Faire de la publicité pour mieux vendre ses articles, rendre compte de la vérité pour informer les gens des événements qui se passent localement ou à l'international, ou rendre la réalité plus jolie.
Alors, vous êtes 94% à avoir donné la bonne réponse. Le rôle d'un journaliste est d'informer les gens des événements qui se passent localement ou à l'international et de rendre compte de la vérité. Bravo à tout le monde. Deuxième question. Dans quel pays le représentant de RSF, Erol Onderoglu, risque 14 ans de prison pour avoir donné son soutien à un journal dont les idées sont en opposition avec le gouvernement turc? La France, la Finlande ou la Turquie? On vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Bon, ça se passe bien jusque-là, Ouais, ça va. cette émission. La réponse devrait arriver rapidement, je suppose. Alors vous êtes à peu près 96% à avoir donné la bonne réponse. Erol Onderoglu risque 14 ans de prison en Turquie pour avoir donné son soutien à un journal dont les idées sont en opposition avec le gouvernement turc. Bravo à tout le monde. C'est des scores très très élevés. Troisième question. Quel est le nom de l'État du Mexique le plus meurtrier pour les journalistes? Chihuahua, Yucatan ou Veracruz? On vous laisse quelques secondes. Est-ce que tu te souviens que je l'ai dit dans la conférence? Oui. Et je vois les résultats en direct. Et vous êtes à peu près 73% à avoir donné la bonne réponse. Veracruz est l'État du Mexique le plus meurtrier pour les journalistes. Question 4. De quoi le président des États-Unis, Donald Trump, accuse-t-il les médias? De donner de fausses nouvelles ou fake news en anglais, de ne pas assez parler de lui ou de préférer Barack Obama? C'est à vous de répondre. C'est pas les trois. Non, je pense quand même qu'il y a une bonne réponse. Une réponse meilleure que les autres. Eh bien, vous êtes 84% à avoir donné la bonne réponse. Donald Trump, président des États-Unis, accuse les médias de donner de fausses nouvelles ou fake news en anglais. Bravo à tous. Vous êtes très bons en quiz. Bon. Question 5. Qui est Vincent Bolloré? Un joueur de foot, un journaliste ou le patron de nombreuses grandes entreprises dans le domaine des médias et qui a beaucoup d'influence et de pouvoir, le site Universal Music, Dailymotion, l'agence Havas, Canal+, C8, etc. Ça, en fait, je n'ai pas donné son nom pendant la conférence, mais à un moment, on a vu toute une série de photos, il y avait sa photo au milieu. Ah. Mais bon, ça fait... il faut jouer encore plus au détective pour trouver ce qu'il est vraiment. C'est un peu comme si on était des journalistes. Exactement. Eh bien, vous êtes 59% à avoir donné la réponse. Vincent Bolloré est le patron de nombreuses grandes entreprises dans le domaine des médias et qui a beaucoup d'influence et de pouvoir. Le site Universal Music, Dailymotion, etc. Vous êtes très bon en quiz. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors maintenant, c'est à vous d'envoyer vos questions et réactions à Christophe Deloire en vous reconnectant à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, nous avons une première question de Élise, qui est en 4e au collège Mirecourt, Guy Dolmer. Pourquoi faire le métier de journaliste? Je vais répondre à la question, mais d'abord, maintenant, c'est un renversement des choses. C'est moi qui suis interviewé, donc ceux qui posent des questions qui font les journalistes. Pourquoi l'avoir fait? Moi, je venais d'un tout petit village. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à rêver d'être journaliste.
J'avais d'autres rêves, mais celui-là faisait partie des rêves les plus importants. Et je crois que c'était d'abord, au-delà des voyages, et je voyage beaucoup, et encore maintenant, mais c'était pour rencontrer des gens différents. Et la grande chance des journalistes, je trouve, c'est la liberté sociale. C'est qu'on peut voir dans la même journée un milliardaire et un SDF, un policier et un délinquant, quelqu'un du bout du monde et quelqu'un au coin de la rue. Et moi, je continue à adorer ça. Il faut essayer de se mettre dans la tête de l'autre, de le comprendre, et puis d'aller établir par ailleurs les réalités des faits. Merci. Alors, une autre question. À quoi cela sert-il d'être journaliste dans un journal papier si on a tout sur Internet? Question d'une classe de 6e et club journal de Lemêlé-sur-Seine, collège Jean de La Fontaine. Ah bah c'est une classe entière en plus qui pose cette question. En fait, l'important, c'est pas tellement de savoir si c'est sur Internet, sur ce qu'on appelle les supports numériques, ou sur le papier, c'est d'avoir du texte. Et il y a plusieurs types d'informations. Des informations qui sont des informations vidéo, ce qu'on voit à la télévision ou sur les réseaux sociaux beaucoup, le son, la radio et le texte. Et aujourd'hui, le texte, il est à des endroits différents. Il y a des gens qui préfèrent le papier. Moi, j'aime bien encore acheter mon journal. On y lit parfois des choses qui sont différentes. Et puis, en même temps, je vais, comme sans doute beaucoup d'entre vous, alors je ne sais pas si vous avez tous sur des applications pour lire la presse, mais je fais les deux. Et au fond, l'important, c'est d'abord l'information qui vient par les mots. Peut-être que le papier disparaîtra, sans doute pas d'ailleurs, il restera toujours une presse papier, je crois, mais s'il devait disparaître, l'important, c'est la survivance du texte, des mots, qui portent autre chose que les images qui relèvent plus de l'émotion, même si parfois les images sont plus fortes et meilleures que les textes. Mais ça nous apporte des pans de la réalité de manière différente, on a besoin de cette richesse-là. Merci. Alors, pourquoi n'envoie-t-on pas des drones à la place des journalistes pour couvrir les conflits? Question de Sahel en 4e au collège Marrakech, lycée Victor Hugo. Alors, c'est Marrakech, excusez-moi. C'est une excellente question. Alors d'abord, c'est les militaires qui envoient des drones dans les conflits. Et de plus en plus de gens sont tués avec des drones qui sont actionnés notamment depuis des bases américaines aux États-Unis. Et ça mérite beaucoup d'enquêtes. C'est-à-dire que la guerre change à cause des drones. Les journalistes, ils font usage des drones, mais aujourd'hui plutôt dans des émissions documentaires, par exemple, pour filmer la côte, la terre vue du ciel, pour faire de belles images. Dans les conflits, aujourd'hui, ce serait, alors même qu'il y a des drones qui sont là pour tuer, si les journalistes emploient les mêmes moyens, il va y avoir un mélange total. Mais en tout cas, les drones permettent de faire, pour les journalistes, ce qui était impossible avant, sauf à louer des hélicoptères, c'était extrêmement cher, ça facilite le fait de faire des prises de vue par ailleurs. Et c'est toujours intéressant de voir les choses sous un autre angle. Donc ça sert à voir sous un autre angle. Pour les conflits, c'est un peu compliqué. Et on va en profiter pour faire un petit coucou au Maroc, qui nous regarde. Et nous allons bientôt passer à la 3e question. Un journaliste en reportage en Syrie peut-il, alors qu'il est sur place, faire publier un article sur le dirigeant de ce pays? Est-ce qu'il en a le droit? Question de Sacha, Croissy-sur-Seine, au collège Jean Moulin. Alors si j'ai bien compris la question de Sacha, c'est sur les reporters qui viennent de l'étranger, qui vont en Syrie. Parce que c'est, d'abord pour les journalistes syriens en Syrie, c'est extrêmement compliqué. Il y a des zones qui sont détenues par les autorités de Damas, de la capitale, d'autres par des groupes résistants, d'autres par des groupes islamistes radicaux. C'est difficile toujours. Dans la guerre, on est parfois tributaire, on dépend des gens qui contrôlent la zone. L'idéal, c'est de passer d'un côté et de l'autre. Et ça, par définition, dans la guerre, c'est rare. Oui, il est possible, alors après pour un grand reporter, il y en a qui l'ont fait encore récemment, c'est d'aller à Damas, d'aller dans des villes qui sont notamment sous le contrôle des autorités gouvernementales, et puis au retour de faire un sujet. Mais évidemment, sur place, la difficulté c'est de trouver des gens qui peuvent vous parler de manière libre, parce que les gens ils ont peur.
Ils ont peur des représailles. Ils ont peur que si ils disent quelque chose qui déplaît au groupe ou à l'instance qui contrôle la zone, on vienne les chercher chez eux. J'ai encore le souvenir très récent d'avoir vu un reportage, on voyait 2 femmes voilées qui venaient dire que les versions officielles étaient fausses, mais qui repartaient très vite et qui évidemment ne souhaitaient pas être reconnues. D'accord. Alors, nous allons passer à la 5e question. Attentat de Londres, 22 mars. 20 minutes plus tard, émission en direct. Est-ce de l'information? Question de Kylian, en 3e, Amberieux en Bugey, au collège Sainte-Marie. Oui, c'est de l'information. C'est de l'information de savoir ce qui se passe en temps réel, mais ça ne doit pas être toute l'information. Et sur le terrorisme, par exemple, on a besoin de connaître les événements, de les suivre, de savoir, ça nous intéresse. On a aussi besoin de comprendre les ressorts, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles certains commettent ces actes. Je ne suis pas en train de dire que leurs raisons sont légitimes, évidemment pas, mais on a besoin de comprendre ce qui se passe, et pour ça, il faut des enquêtes plus fouillées, qui vont remonter dans l'histoire, qui vont aller voir la propagation de certaines idéologies qui sont dangereuses. Donc il y a des types de journalisme différents. Il n'y a pas un modèle de journaliste. Au début, je crois qu'on a vu la photo de cette journaliste comme ça avec son micro. Ça, c'est un type de journalisme. Et puis il y a les journalistes qu'on voit jamais. Par exemple, c'est les journalistes des grandes agences de presse. C'est les journalistes des journalistes d'investigation. Souvent, on ne voit pas, mais ils vont enquêter et eux, ils vont nous faire des révélations sur la réalité. Là, ce qu'on a vu hier, c'est on avait des caméras posées vers les faits qui nous montraient, mais c'est la surface. C'est intéressant de connaître la surface. C'est aussi intéressant de connaître les couches plus profondes. Merci. Prochaine question. Quel est le pourcentage hommes-femmes dans le métier de journaliste? Question de Pablo, en 4e, à Fontaine, au collège Jules Vallée. Alors Pablo, je suis désolé, c'est une question extrêmement intéressante, mais à laquelle je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que le journalisme est plutôt une profession en voie de féminisation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes. Il y a notamment de plus en plus de femmes dans les grands reporters. Il y a une époque où les grands reporters, c'était surtout des hommes. Et là, il y a beaucoup de femmes qui vont partout sur le terrain. Là, je parle du journalisme en France. Il y a des pays où c'est encore largement masculin, mais je dois signaler, tout à l'heure je parlais du Mexique, c'est un pays où il y a des femmes journalistes qui ont un courage absolument admirable, et les grandes figures journalistiques, de très nombreuses, sont féminines. Voilà, mais en France, oui, il n'y a pas d'injustice de ce point de vue-là, il y a beaucoup de femmes journalistes. Prochaine question. Comment arrivez-vous à concilier votre vie de famille et vos voyages pour RSF? Question de Anne-Laure, en 3e, à Champigny-sur-Marne, au collège Elsa Triolet. Écoutez, on s'arrange. C'est vrai que je voyage beaucoup. Depuis le 1er janvier, je suis allé, donc j'étais en Turquie en début de semaine, je suis allé en Pologne, je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Mexique, je crois que j'en oublie. Mais bon, je suis aussi beaucoup chez moi, et donc on s'arrange et on peut avoir une vie de famille aussi. Et j'ai un fils qui vient de quitter le collège pour entrer au lycée, et évidemment, avec qui j'ai une vie aussi. Alors, on me dit à l'oreillette que nous avons reçu déjà plus de 500 questions. Alors, quel parcours faut-il suivre pour être journaliste? Il n'y a pas de parcours obligatoire. Il n'y a pas de parcours obligatoire parce que le journaliste, c'est un métier de liberté et il n'y a pas de diplôme. On ne peut pas être condamné pour exercice illégal du journalisme. Tu sais, quand on est médecin, si tu n'as pas un diplôme de médecin et que tu dis que tu es médecin, c'est une infraction grave. Pour le journalisme, tout le monde peut devenir journaliste. Il y a des écoles de journalisme, mais moi, par exemple, j'en ai jamais fait. J'en ai dirigé une. Le CFJ à un âge plus avancé. Ça sert beaucoup parce que quand on veut faire de la télévision, quand on veut faire de la radio, quand on veut enquêter, il y a quand même beaucoup de techniques, quand on veut apprendre à vérifier les informations, quand on veut arriver à structurer un article
ou une narration audiovisuelle, ça demande des compétences. Et donc, aujourd'hui, c'est bien de faire des écoles de journalisme. Mais ce que je conseillerais, alors ça vaut pour le journalisme et ça vaut pour d'autres professions, c'est faut faire des bonnes études. Des études, ça ne veut pas dire des études interminables, mais ce qui est sûr, c'est que meilleures sont les études, plus grande est la réussite. Et ça aide à réaliser ses rêves. Alors, question de Camille en 4e au collège Agi Trouvé-Chauvel. Les témoins prennent-ils des risques en témoignant? Les journalistes mettent-ils la vie des témoins en danger quand ils révèlent les témoignages? C'est une excellente question. Bien sûr que parfois, les sources d'information, les témoins, prennent des risques énormes. Il y a ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, vous savez, ceux qui sont normalement astreints au secret, dont la parole est limitée par des contrats, du secret défense, etc. Et qui estiment qu'il y a une révélation majeure à faire et qui prennent des risques. Tu as déjà entendu parler de Snowden ? Non. C'est le plus célèbre, il est maintenant réfugié en Russie, c'est un Américain, et il a révélé beaucoup de documents, et il a été obligé de fuir, parce que sinon il se retrouvera en prison. Mais ça, dans beaucoup d'affaires, en fait, il n'y a pas de journaliste ou de journalisme sans source d'information, sans personnes qui prennent des risques. Et eux, il faut aussi défendre, alors ce qu'il faut défendre, c'est le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources. Ça, c'est très important, parce que si les journalistes étaient obligés de révéler qui leur a dit, il n'y aura plus personne pour leur parler. Et s'il n'y a plus personne pour raconter des choses aux journalistes, il n'y a plus que de la parole officielle. Et là, on tombe dans un monde où on ne connaît que des apparences. Alors, prochaine question. Quels ont été vos déplacements les plus dangereux? Question de Alissa en 4e à Robert Schumann. À Châteaubriand, c'est ça. Oui. Moi, j'ai jamais été un reporter de guerre. Donc, je suis pas. Et le plus dangereux, c'est d'être, par exemple, avec sa caméra ou son appareil photo et d'aller filmer les combats ou photographier les combats. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est important que certains puissent couvrir les guerres, parce que sinon, on n'en connaîtrait pas les réalités, comme on l'a vu dans le film tout à l'heure. On n'en connaîtrait que là encore que les apparences et les défilés. Mais donc, être un journaliste français, c'est pas dangereux quand on est en France. Alors, il y a des risques, c'est d'être placé sur écoute, d'être surveillé, mais sans comparaison avec être journaliste en Syrie, en Arabie Saoudite ou en Iran, où on risque d'aller très vite en prison ou d'avoir des soucis encore plus graves. Et le plus dangereux, c'est pour les journalistes locaux, c'est pour ceux qui restent sur place, qui habitent sur place, parce que c'est facile de venir les chercher, alors que quand on a un grand reporter, on peut repartir. Malgré tout, c'est dangereux pour des grands reporters. On a vu, il y en a beaucoup qui ont été tués dans les conflits, les guerres de ces dernières années en Irak et en Syrie. Alors, comment être sûr que l'info est vraie? Question de Julien en 3e à Béthune au collège Verlaine. Voilà, c'est encore une excellente question. Alors, je ne sais pas si elle s'adresse, si c'est comment un journaliste peut-il savoir si l'info est vraie ou fausse, ou si c'est comment nous, en tant que consommateurs, spectateurs, lecteurs, on peut savoir si l'information est vraie. Je vais répondre peut-être d'abord à la première question, à la première version de la question, c'est-à-dire comment un journaliste il peut savoir si quelque chose est vrai ou faux. C'est quelque chose de très difficile, parce que parfois vous pouvez avoir des gens qui viennent vers vous, qui vous racontent des choses. Et moi, quand j'ai commencé comme journaliste d'investigation, je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, je recevais beaucoup de gens un peu fous qui venaient me raconter des choses, et c'était des hurluberlus, et alors très vite je m'en rendais compte. Et puis, donc, il y a le processus de vérification qui est la méthode journalistique, et notamment ce qu'on appelle croiser ses sources, c'est-à-dire ne jamais avoir une seule personne qui dit quelque chose. Mais le mieux, c'est d'avoir des documents, des photos, des rapports, des procès-verbaux, des témoignages multiples. Et donc, le travail de journaliste, c'est un travail qui consiste à passer des coups de fil, à aller voir. Il n'y a pas de règle particulière. Il y a juste d'être vraiment curieux, d'être méthodique, et de passer son temps à essayer d'aller trouver la personne qui vraiment était là au moment, et ça, il faut en avoir plusieurs, où s'est passé quelque chose. Ou celle qui détient la preuve, un peu comme un policier cherche une preuve. Ensuite, comment nous,
qui sommes sur Facebook, qui lisons les journaux, pouvons savoir. En fait, aujourd'hui, comme vous savez, vous devez l'entendre, les journalistes sont extrêmement critiqués. Mais quand on regarde bien, et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne méritent jamais d'être critiqués, ils méritent d'être critiqués comme tout le monde, mais par rapport à tout le reste, c'est-à-dire à tout ce qu'on peut lire, des rumeurs qui n'ont pas été vérifiées, de choses que dit tel ou tel, mais qui n'a pas passé du temps à vérifier, l'information journalistique, elle est encore solide. Et donc, on peut faire plus confiance à un journaliste d'un grand média qu'à quelqu'un qui, sans vérifier, a mis ses opinions, et dans ses opinions a mis des faits, et des faits sans être allé vérifier sur place. Donc, en gros, quelqu'un qui a fait le travail de vérification, quelqu'un qui est allé voir sur place, quelqu'un qui a vraiment consacré du temps et qui surtout est allé, quand il y a des choses qui se passent, qu'il y a 2 camps par exemple, aller voir le camp là, le camp de l'autre côté, qui essaie de voir de tous les côtés, de prendre l'information de tous les côtés pour établir sa véracité. C'est à ce travail-là qu'on peut faire confiance et c'est comme ça qu'on peut essayer de distinguer. Alors, est-ce qu'un journaliste a le droit de se rendre où il veut et quand il veut? Question de Hugo en 3e, Laurent aussi, au collège Jean Corot. Non, alors, lors des conflits, par exemple, les journalistes sont souvent empêchés par les armées d'aller là où ils veulent. Il y a beaucoup de pays sur la carte de la liberté de la presse où il faut une autorisation spéciale pour se rendre. Et si on n'a pas cette autorisation spéciale, on peut être là aussi placé en détention. Donc non, malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas aller. Et puis, il y a les endroits, évidemment, que les journalistes ne peuvent pas aller, sauf à être admis à entrer dans toutes les enceintes privées. Mais dans les pays démocratiques, les journalistes arrivent quand même à rentrer dans beaucoup d'endroits et à voir ce qui s'y passe. Dans les pays dictatoriaux, parfois, c'est extrêmement difficile. Alors, est-ce que certains journalistes meurent lorsqu'ils partent en mission? Question de Océane en 4e à Bobigny, Charles Péguy. J'en parlais tout à l'heure, et oui, malheureusement, faire sa valise, mettre ses affaires de journaliste et partir dans un pays en guerre, c'est un danger. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi les journalistes vont prendre ces risques? C'est juste pour être connus et faire de l'argent? Non. Parce que la plupart de ceux qui font ça, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, et certains sont connus, mais la plupart ils ne sont pas connus. Mais c'est parce qu'ils croient, et je crois avec eux, que c'est utile que d'aller montrer ce qui se passe. Encore une fois, il n'y a pas que cette forme-là de journalisme, il faut aussi montrer les choses qui vont bien. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien, il y a beaucoup de choses passionnantes à raconter, qui vont bien et à comprendre. Mais aller voir tous ces endroits du monde où se passent des choses qui n'ont rien à voir avec chez nous, ça c'est quand même, heureusement qu'il y a des gens qui ont ce courage-là. Nous allons passer à la prochaine question. Où trouvez-vous vos sources? Question de Laura en 3e à Desvrais au collège du Caraquet. Alors, les sources, c'est pas... Moi, quand j'ai commencé le journalisme, par exemple, je connaissais aucun journaliste. Et puis, je venais d'un petit village. Je connaissais les premières enquêtes que j'ai faites, je connaissais personne. Petit à petit, vous interrogez des gens, puis vous les connaissez, puis ils vous font un peu plus confiance, puis après vous allez interroger quelqu'un. En fait, il faut inspirer confiance. Parce que un policier, un magistrat, un délinquant, n'importe qui ne vous parlera pas s'il ne vous fait pas confiance. Donc quand vous êtes avec un magistrat, il faut arriver à parler un langage de magistrat, le plus possible. C'est-à-dire connaître un peu ce qu'on appelle la procédure pénale, un langage juridique, pour qu'ils disent « Ah, il comprend ce que je dis ». Si vous parlez avec un médecin, il ne faut pas être médecin, heureusement, parce que sinon on ne peut pas tout être, mais il vaut mieux faire en sorte que le médecin se dise, il va comprendre ce que je vais dire. Et il ne va pas me trahir. Il ne va pas déformer ce que je dis, et il ne va pas nécessairement dire que c'est moi qui lui ai dit. C'est comme ça qu'on, peu à peu, on a des sources, puis on en a de plus en plus, et puis après, ça devient de plus en plus facile. Alors, allez-vous quand même en Érythrée? Question de Anne à Metz au collège Paul Valéry. C'est une très bonne question. Pendant longtemps, il n'y avait pas de journalistes qui allaient en Érythrée. Il y avait un moyen
j'allais dire amusant à propos d'un pays dont le régime est aussi sinistre, c'est peut-être un peu décalé, mais il y a un tour cycliste en Érythrée. Et il y a beaucoup de journalistes qui disaient on va aller. Nous, on veut faire un reportage sur le Tour d'Érythrée, comme le Tour de France. Je ne sais pas si tu as vu, maintenant, il y a des coureurs érythréens dans le Tour de France qui sont un peu connus. Enfin, qui se débrouillent très bien en montagne. Et les journalistes y allaient, et puis donc ils disaient qu'ils allaient filmer le Tour d'Érythrée, puis en fait, ils tournaient la caméra et ils filmaient aussi le pays. Et maintenant, l'an dernier, le gouvernement d'Érythrée a invité des journalistes, et il y a eu des émissions passionnantes, et notamment sur le service militaire, le service national local, qui est assimilé par l'ONU à de l'esclavage, parce qu'en fait, on sait quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort. Et il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes dans le service national, et il y a beaucoup d'Érythréens qui fuient le pays. Et dans ceux qui traversent la Méditerranée, tu sais, les migrants qui traversent la Méditerranée, il y a beaucoup d'Érythréens. Et c'est un pays où Reporters sans frontières travaille beaucoup parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse. Mais nous, on a une radio qui, dans la langue locale, qui s'appelle le Tigrinya, émet depuis Paris des informations. Et c'est le seul média indépendant en Érythrée, à destination de l'Érythrée. On émet par satellite. Et je montre le satellite parce que en 2012, le gouvernement érythréen, il a attaqué le satellite sur lequel on était, par des moyens technologiques que je ne raconterai pas ici, mais ça nous a obligés à trouver d'autres satellites. Donc ça nous a compliqué la tâche parce que les Érythréens, ils avaient besoin de trouver le bon satellite. D'accord. Mais juste pour savoir, où se trouve l'Érythrée ? Alors l'Érythrée, on l'a montré un peu tout à l'heure sur la carte, c'est dans l'est de l'Afrique, dans ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. C'est entouré notamment par l'Éthiopie, et c'est un petit pays de quelques millions d'habitants, mais c'est là qu'il y a un nombre, par rapport au nombre d'habitants, le plus grand nombre de détenus politiques. C'est moins connu que la Corée du Nord. On parle plus souvent de la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord, ils envoient des missiles dans la mer, ils font des provocations, ils maîtrisent de mieux en mieux les armements atomiques. L'Érythrée, on en parle moins, sauf pour les réfugiés. Mais tant qu'il n'y a pas de journalistes libres dans ce pays qui font leur travail, il y aura des gens qui ont envie de fuir l'Érythrée. Et ça posera aussi des problèmes ailleurs. Et aujourd'hui, on est dans un... Et ça, c'est le monde des nouvelles générations. On est dans un monde où si un journaliste est empêché de travailler en Chine, par exemple sur les affaires économiques, ça a de l'influence chez nous parce qu'il y a des relations économiques. Si un journaliste est empêché de travailler en Érythrée, ça a des conséquences. Si un journaliste est empêché de travailler en Arabie Saoudite, ça empêche que ce pays évolue, et ça peut amener à ce que soient diffusées des idéologies extrêmement dangereuses. Donc c'est important, y compris pour nous en France, d'avoir des journalistes libres ailleurs, y compris au bout du monde. D'accord. Donc, pourquoi avoir créé Reporters sans frontières ? Question de Axel, en 5e à Sévran, au collège de la Pléiade. Reporters sans frontières a été créé exactement en 1985. Et à l'origine, ceux qui l'ont créé ne voulaient pas défendre la liberté de la presse. Ils voulaient aller faire des reportages dans les pays dont les grands médias ne parlaient jamais. À l'époque, c'était dans des pays comme l'Afghanistan. Et puis, ils sont partis en reportage, mais ils n'arrivaient pas à les diffuser. Donc, ils se sont mis à défendre la liberté de la presse. Et là, Reporters sans frontières est devenu assez vite une organisation très internationale. Donc, c'est une organisation qui a été créée en France, à Montpellier, dans le sud de la France, et qui aujourd'hui est une grande organisation internationale, qui a des bureaux dans près de 12 villes dans le monde, des correspondants, je le disais tout à l'heure, dans 130 pays. Tous les jours, l'organisation, elle parle français, anglais, espagnol, arabe et même farsi. Tu sais où on parle farsi ? J'ai vu... on parle farsi en Iran. Et la prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, elle disait que par exemple, tous les journalistes iraniens avaient sur leur frigo, sur leur réfrigérateur, un post-it, et que sur ce post-it, il y a un numéro de téléphone, et que ce numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de Reporters sans frontières, parce que on aide concrètement les journalistes, et que par ailleurs on lutte aussi, on résiste contre le pouvoir en place qui réprime la liberté de la presse. Nouveau, je ne savais pas que ça existait, le farsi. Alors, les journalistes donnent parfois des informations confidentielles, parfois alors qu'une action est en cours. Comment savoir quand on doit s'arrêter ? Question de Laurence en 3e à Saint-Galmier au collège Jules Romain.
C'est une très bonne question. Moi, il m'est arrivé, en tant que journaliste, de détenir des informations. Par exemple, je savais que le lendemain, il y aurait une vague d'arrestations, soit de trafiquants, soit de gens pouvant commettre un acte terroriste. Les journalistes n'ont pas à être les complices des policiers, mais j'allais dire encore moins à être les complices de ceux qui peuvent commettre des crimes. Donc, dans ce cas-là, vous dites rien. Vous savez, mais je ne vais pas annoncer ce qui va se passer demain pour que quelqu'un puisse prendre la fuite. Notre rôle, c'est pas d'aider les gens à prendre la fuite. En revanche, s'il y a des informations confidentielles, par exemple sur la manière dont les États-Unis espionnent le monde, et que c'est une information confidentielle de savoir que l'Élysée, le plus grand lieu du pouvoir en France, ou la chancelière allemande, celle qui détient le pouvoir en Allemagne, ont été placés sur écoute. C'est confidentiel parce que c'était les services secrets d'un pays qui l'avait fait, et il l'avait fait discrètement. Mais là, c'est quand même de l'intérêt de tout le monde de le savoir. Donc là, vous décidez de le publier. D'accord. Alors, avez-vous déjà trouvé une information que vous avez été contraint de ne pas divulguer? Question de Safia en 3e à Roubaix au collège Saint-Exupéry. Alors, contraint, non. Je le disais, il y a des informations dont vous pouvez vous dire il ne faut pas le publier pour telle ou telle raison. En revanche, il y a parfois des gens qui croient que les journalistes connaissent plein de secrets qu'ils ne veulent pas, en France, révéler parce qu'il y a trop de pression, etc. Ça, c'est pas vrai. J'étais journaliste d'investigation. Je peux assurer qu'aucun journaliste d'investigation en France ne dispose d'une information qu'il ne publie pas parce qu'on lui dit tu ne dois pas la publier. Et si jamais on lui disait ça, il le donnerait à un autre journal. En revanche, parfois il y a des gens qui vous racontent des choses et qui ne sont pas des fous furieux comme je racontais tout à l'heure, pas des hurluberlus, et vous n'arrivez pas à le démontrer, à le vérifier. Donc oui, il m'est arrivé qu'on me raconte des choses. Je me dis, ah, ça c'est vraiment intéressant, j'ai vraiment envie de le révéler, si c'est vrai, mais de ne pas arriver à voir si c'était vrai. Et tant que vous ne savez pas si c'est vrai, vous ne pouvez pas le publier. Parce que sinon, on colporterait les rumeurs. Et donc oui, il y a des choses dans ma vie, je regrette de ne pas aller au bout, mais ce n'est pas parce que quelqu'un nous en a empêché, c'est parce qu'on s'est dit, comme on dit, journalistiquement, il n'était pas possible de le publier. Alors, il nous reste 2 questions. Un journaliste est-il bien payé par rapport au risque qu'il prend? Question de Kylian à Montélimar au collège Chabriand. Il y a des injustices dans l'ensemble de la société, il y en a aussi chez les journalistes, et les journalistes les mieux payés, c'est pas ceux qui prennent le plus de risques. Les journalistes les mieux payés, c'est évidemment les journalistes les plus connus, ceux qui peuvent aller d'une chaîne de télé à l'autre et dont on achète l'image, et généralement c'est pas eux qui prennent le plus de risques. Et il y a beaucoup de journalistes qui prennent beaucoup de risques et qui sont très mal payés. Alors, dernière question. Selon vous, la liberté de la presse est-elle trop ou pas assez limitée en France? Y changeriez-vous quelque chose? Si oui, quoi? Question de Jade en 4e à Saint-Mandé au collège Offenbach. Non, il y a encore beaucoup de problèmes en France. La France, elle est 45e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse. Donc c'est pas parfait, c'est très loin de la Finlande, qui est le premier pays. Et notamment, je le disais, il y a quelques milliardaires qui ont des intérêts ailleurs, mais qui possèdent des journaux. La loi sur le secret des sources, on a beaucoup parlé du secret sur les sources là tout à l'heure, elle n'est pas satisfaisante. Il y a eu une nouvelle loi qui a été adoptée, mais le Conseil constitutionnel l'a abolie, l'a retoquée, comme on dit. Il y a des choses à faire. On voit là pendant la campagne électorale, pour l'élection présidentielle, qu'il y a une grande virulence contre les journalistes. Et c'est normal qu'ils soient critiqués. Mais aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on peut avoir le sentiment que toute vision du monde qui déplaît, elle est le principe même d'une vision du monde qui déplaît, d'une critique des responsables politiques, des responsables économiques, amène à remettre en cause le journalisme. Et ça, c'est dangereux parce que, et c'est pas, je ne suis pas simplement dans la défense des journalistes parce que je le suis, mais repensons aux quelques vidéos qu'on a vues sur ce que serait un monde sans journalistes. Alors, on me dit que nous allons passer à une dernière. Alors, pourquoi je n'ai pas la question. Pourquoi avez-vous eu envie d'être journaliste?
de n'aller au collège Offenbach en 4e. À Saint-Mandé. À Saint-Mandé. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure pour voir des gens différents, et puis peut-être pour une raison, c'est que en tant que journaliste, j'ai eu l'impression de ne pas avoir de métier. Tous les jours, je me disais, même si j'avais pas besoin de travailler, même si j'ai pas besoin de gagner de l'argent, je ferais ça, tellement c'est passionnant. Donc c'était une bonne raison de le faire. Et comment donner envie aux autres qui veulent peut-être faire journaliste? Moi, je connais pas beaucoup de journalistes qui regrettent de l'avoir été. Il y en a qui passent à autre chose, qui ont envie de faire autre chose. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses passionnantes dans la vie. Il y a plein de métiers passionnants. Mais ce que je voudrais dire, c'est que parfois, j'en vois, il y a des jeunes gens qui disent « moi j'aimerais faire ça », puis on leur dit « non, mais c'est pas raisonnable, faut pas faire ça, c'est pas pour toi, tu connais pas assez de gens, etc. » L'essentiel, c'est, je le disais, les bonnes études, c'est important, mais c'est, désolé, c'est peut-être une banalité, mais quand on a un rêve, c'est de se dire qu'il faut essayer de le réaliser, et tous ceux qui deviennent journalistes sont quand même des gens qui se disent qu'ils ne sont pas arrêtés par les barrières. Et on est trop souvent arrêtés par les barrières. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci à vous, Christophe, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir accepté notre invitation. On se resserre la main à la fin ? Oui. Merci beaucoup, Cyprien. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence en direct. Vous étiez très nombreux. Et nous avons reçu plus de 500 questions. 700 questions, excusez-moi. Et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles conférences interactives en direct. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir, Christophe. Au revoir. Reporters sans frontières dénonce la visite du président rwandais en France.